Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo spéciale pour parler vraiment du rôle de la Fed, donc des banques centrales. Alors je vais plus précisément bien évidemment parler de la Fed puisque je suis plus spécialisée sur les marchés US. Et comme pour ceux qui me suivent, généralement j'utilise parfois une terminologie, des mots, des acronymes qui sont propres vraiment à cet univers-là. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. Alors, avant de commencer, on va regarder un petit peu, regarder l'un des rôles principaux justement de la Fed, donc de la Banque centrale. Donc, l'un des rôles principaux, c'est bien évidemment la stabilisation des prix. Donc, de rester dans une sorte d'inflation cible à 2%. Donc ça, logiquement, c'est l'un des rôles des banques centrales. Donc chaque banque centrale a un rôle de maintenir un taux cible d'inflation. Donc là, on se trouve au-dessus de ce taux cible-là. Et donc son rôle est de, bien évidemment, essayer de restabiliser les prix vers la cible donc de l'inflation. Après, les banques centrales peuvent avoir d'autres rôles, notamment par exemple assurer le plein emploi, donc agir si par exemple on a un problème, une crise de liquidité, une crise de crédit qui peut impacter donc le plein emploi, la Fed peut aussi agir à ce niveau-là. Donc ça c'était juste un petit exemple. Donc, bien évidemment, la Banque centrale elle s'occupe de la politique monétaire, puisque son rôle est la stabilisation donc, des prix, entre autres. Donc, elle va s'occuper principalement de la politique monétaire. Donc, de quelle façon elle va agir? Il y a deux façons de pouvoir d'agir, justement, par rapport pour maintenir sa politique monétaire, c'est par les taux d'intérêt, donc soit en montant ou en descendant les taux d'intérêt, donc dépendamment où on se situe par rapport à la situation au niveau de l'inflation, ou sinon c'est en injectant des liquidités. Alors notamment les injections de liquidités ont commencé par exemple en 2008 après la crise financière, ça a été un élément, un outil qui a été utilisé en plus de l'utilisation de l'outil des taux d'intérêt. Donc par exemple, au niveau de la politique donc des taux, donc qui est un des outils que les banques centrales utilisent, elles vont monter les taux pour essayer de ralentir donc l'inflation et elles vont baisser les taux pour, par exemple, relancer la croissance, ce qui va relancer un petit peu de l'inflation aussi. Donc monter les taux, c'est vraiment pour essayer de contrôler donc au niveau de l'inflation, contrôler la stabilisation entre autres des prix. Donc c'est un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement. Elle essaye donc de contrôler l'inflation au mieux qu'elle puisse, mais pas assez rapide et pas assez, c'est pas assez, assez fort pour contrôler l'inflation actuelle, sachant que l'inflation actuelle est bien évidemment pas forcément portée par, comment dire, par la demande en tant que telle, comme par exemple dans les années 70, mais elle est plus portée par, bien évidemment, un problème au niveau de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries et tout. Donc c'est un petit peu plus délicat. Donc en montant les taux, ça a moins forcément d'effet que par exemple sur la demande. Donc voilà, donc là actuellement ce qu'elle fait c'est que soit elle va monter les taux, soit elle va baisser les taux pour stabiliser les prix. Donc au niveau de la politique des liquidités, c'est là où j'utilise, vous m'entendez très souvent utiliser ces terminologies-là. Il y a le quantitative easing qui est le QE, donc l'acronyme QE, où on a le tapering, donc ça c'est une sorte comment dire, de politique au niveau des injections des liquidités. Ensuite on a le quantitative tightening, le QT, et on a par exemple le maintien du bilan au niveau de la politique des liquidités. Donc justement on va regarder chacun de ces spécificités-là, chacune de ces spécificités-là, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Donc on va regarder ça plus en détail, que ce soit le quantitative easing, le quantitative tightening ou le maintien du bilan. Donc le quantitative easing, donc le QE, donc quand j'utilise le mot, l'acronyme QE, ça veut dire c'est pour le quantitative easing. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? La Fed, elle va injecter de l'argent, elle va augmenter, donc elle augmente le bilan de la Fed, donc il y a de la création de dollars. On va injecter de l'argent dans le système financier. Donc là, par exemple, je peux vous montrer, par exemple sur le graphique. Donc voilà, par exemple, je suis sur TradingView actuellement. Donc vous voyez ici, par exemple, à gauche en haut, j'ai rentré donc le symbole WAL, donc WALCL. Ça, c'est pour obtenir en fait le bilan total de la Fed, total asset. Et en fait,
lorsque la Fed va injecter donc de l'argent, lorsqu'elle utilise le quantitative easing, donc le QE, que je rappelle, il y a, comme vous pouvez voir à partir d'ici, donc à partir de mars 2020, donc pendant la crise du Covid, il y a eu une grosse augmentation ici justement du bilan de la Fed. Donc quand je dézoome, par exemple, quand je vais au niveau du mensuel, vous pouvez constater justement cette grande augmentation-là du bilan de la Fed. Donc elle a injecté beaucoup d'argent, ce qui a créé beaucoup de dollars justement dans le système financier pour essayer de, de minimiser les impacts de la crise du Covid, notamment par exemple une crise de liquidité. Quand les marchés ont commencé à cracher, on a réinjecté des liquidités pour laisser laisser respirer un petit peu les marchés. Donc ça c'est un petit exemple, on peut voir exactement la même chose qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise financière en 2000. Donc vous voyez quand par exemple je vais zoomer un tout petit peu, vous voyez ici là, donc là vous voyez, donc là on avait le maintien du bilan ici, et là pouf, on a injecté de l'argent, donc on a essayé de rattraper, de sauver les marchés en réinjectant des liquidités histoire de le faire respirer un petit peu plus. Et donc voilà, on a eu ça aussi en 2008. Le programme a duré assez longtemps et là on l'a eu aussi cette fois-ci pour la crise du Covid. Donc voilà, ça augmente en fait le bilan de la Fed, donc c'est le quantitative easing, donc le QE. Alors après on se demande en fait comment ils font pour injecter des liquidités. C'est une question tout à fait légitime. Elle va tout simplement acheter des obligations d'État. Alors les obligations d'État sont des titres de créance ou dettes émises par l'État avec une maturité et un coupon. Donc une maturité et une expiration en quelque sorte, et un coupon, un taux d'intérêt en contrepartie. C'est pour ça qu'on dit que les obligations d'État sont des titres de revenus fixes, puisque le coupon fournit un revenu fixe. Donc en fait, elles vont acheter des obligations d'État, ce qui va pouvoir injecter de l'argent dans les systèmes financiers et donner de l'argent en quelque sorte au niveau des systèmes à l'intérieur, auprès par exemple des banques. Et donc du coup, ça va augmenter donc le bilan, l'état du bilan de la banque centrale. Donc lorsqu'elles font par exemple du quantitative easing, lorsqu'elles augmentent le bilan, elles achètent des obligations d'État auprès d'institutions, et donc du coup ça augmente donc la création de dollars dans le système financier. Alors justement, j'avais mis un petit tableau ici, donc le quantitative easing, on va injecter de l'argent dans le système financier en achetant justement ces obligations d'État-là. Alors maintenant, tout en restant dans le programme du easing, donc du quantitative easing, on a ce qu'on appelle le tapering, ou le taper, ce que vous avez certainement entendu parler au cours de la fin de l'année dernière plusieurs fois. Le tapering, en fait, ça consiste à quoi? Donc ça fait partie toujours du programme de quantitative easing en quelque sorte, puisque c'est un programme accommodant, et cela en fait consiste, le tapering, à réduire les injections ou faire moins couler le robinet. Donc c'est-à-dire que, exemple, au lieu d'acheter pour 20 billions d'obligations d'État par exemple, au lieu d'acheter 30 billions d'obligations d'État, par exemple, elle va acheter seulement 20 billions. Donc, elle injecte toujours de l'argent, donc elle est toujours accommodante. Cependant, elle va réduire le robinet, c'est-à-dire la pression du robinet. Au lieu d'acheter pour 30 billions, elle va acheter plus que pour 20 billions. Cependant, elle continue toujours d'injecter de l'argent, donc elle est toujours accommodante. Donc ça, c'est juste pour les tapering. Donc, le tapering, généralement, c'est ce qui suit le quantitative easing. Donc, lorsque, au lieu de mettre fin totalement à l'achat d'obligations des maturités, on y va progressivement, on essaye d'éviter le côté un peu drastique. Et donc, on passe d'abord par le tapering, on réduit les injections, ensuite on arrête, et ensuite on procède à la prochaine étape si justement on veut encore stabiliser les prix, comme par exemple faire du quantitative tightening, qui est l'inverse. Alors justement, on va regarder. Donc justement, le quantitative tightening ou le QT, donc le QT en acronyme,
En fait, lui, c'est le contraire du quantitative easing, c'est-à-dire qu'on va retirer de l'argent du système financier. Donc, comment on procède? Alors là, on est toujours au niveau, par exemple, pour les obligations d'État, il y a d'autres produits aussi, mais là, je vais rester juste dans la simplicité au niveau des produits d'obligations d'État. En fait, au lieu de renouveler les obligations qui arrivent à maturité, puisque les obligations ont une maturité, au lieu de les renouveler ou de les réinvestir, on va les laisser arriver à maturité. Donc je vais donner un petit exemple. Admettons, nous avons pour 30 billions, donc là on décide que pour 30 billions d'obligations d'État qui arrivent à maturité chaque mois, on ne va pas les réinvestir. Alors de quoi ça a l'air sur le bilan? En fait, ça va contracter le bilan. Donc le QT, lui, va contracter le bilan. Alors justement, pour que ça fasse, pour qu'on voie ça mieux au niveau d'un point de vue graphique visuel, puisque c'est toujours mieux. De quoi ça a l'air lorsque la Fed va contracter son bilan? Donc là, comme je disais la dernière fois, ça c'est le bilan de la Fed. Et par exemple, si je regarde la contraction qui a eu lieu, donc vous voyez, en 2018. Donc on a procédé au QT en 2018. Donc ça c'est un programme, c'est un outil que la Fed utilise qui est quand même assez récent puisqu'on l'utilise depuis par exemple après la crise financière en 2008. Ce qui fait que ce n'est pas forcément un outil où on a beaucoup d'historique. Cependant, ce qu'on peut constater, c'est que les marchés dépendent énormément justement de ce genre d'outils-là. Je vais le montrer après, mais on peut constater que ça dépend pas mal de cet outil-là. Donc là, on peut voir que l'année 2018, vous voyez, il y a eu la courbe ABC. Donc quand la courbe ABC, ça veut dire que le bilan contracte, il y a une contraction, une réduction du bilan. Et lorsque celui monte, on a le bilan grossit, croît et donc on injecte plus de dollars dans les marchés financiers. Donc on injecte plus d'argent parce qu'on a des acheteurs, l'acheteur qui est la banque centrale qui, elle, va fournir la liquidité pour acheter les obligations d'État. Et les obligations d'État sont utilisées notamment pour les dépenses, le budget et tout, qui est pour permettre aussi de renouveler et aussi dans les banques, aussi pour injecter un petit peu plus d'argent en circulation. Donc là, on peut voir la contraction. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que si je rajoute le S&P 500, qui est l'indice majeur au niveau des marchés financiers, on peut constater lors de la contraction, donc en 2018, du bilan de la Fed, il y a eu une période vraiment grandement volatile, comme vous pouvez constater. Donc, le marché dépend beaucoup des liquidités qui sont injectées ou retirées au niveau du système financier. Donc les décisions de la Fed sont quand même un élément assez important pour justement le fonctionnement des marchés, puisque justement lorsque par exemple le bilan s'est accru ici, lorsqu'on a injecté, on a procédé au quantitative easing, bien évidemment, ça a encouragé la hausse sur tous les marchés en général, même des titres spéculatifs, la crypto, peu importe. Ça a encouragé pas mal justement la croissance à ce niveau-là. Donc, ça va dans un sens comme dans un autre. Et donc là, on voit que le marché a baissé depuis quelques temps, notamment à cause des taux, à cause de l'inflation, à cause des problèmes géopolitiques et tout. Mais on peut aussi, bon là, c'est pas marqué au niveau du bilan, mais on peut voir au niveau de la base monétaire qu'il y a une contraction depuis fin 2021. Donc on va regarder tout ça après. Alors après, on a le maintien du bilan, c'est-à-dire c'est lorsqu'on on laisse rouler normalement, on ne fait rien de spécifique. Et le maintien du bilan, en fait, c'est lorsqu'on va renouveler ou réinvestir les maturités des obligations d'État. Donc, comme je disais, par exemple, le quantitative tightening, on va ne pas renouveler les maturités des obligations, alors que le maintien du bilan, on va stabiliser, mais pour maintenir le bilan, c'est-à-dire pour pas qu'il baisse, pour pas qu'on ait une réduction du bilan, on va renouveler les maturités. On ne va pas en acheter plus, mais on va juste les renouveler lorsqu'elles arrivent donc à maturité. Donc par exemple, ça peut se traduire, voyez par ici, comme par une courbe qui est plate. Donc ça c'est un petit exemple où par exemple vous pouvez voir ici entre 2015 et 2018 on a une courbe plate et donc là on est dans le maintien du bilan, c'est-à-dire qu'on va renouveler toutes les maturités au niveau des obligations d'État. On ne va pas en rajouter, on ne va pas en acheter en supplément, on ne va pas non plus ne pas les renouveler afin que ça réduise le bilan, on va juste les renouveler et donc du coup ça va stabiliser le bilan de manière neutre.
Alors parfois vous allez m'entendre parler de dovish ou de hawkish. Alors je vais juste le préciser ici par exemple. Dovish et hawkish. Alors ça c'est d'autres termes spécifiques à la politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale aux US. Alors le dovish ça correspond à une politique accommodante. Hein. Donc ça c'est une petite précision. Et hawkish c'est une politique restrictive. Hein. Donc assez agressive. Donc généralement une politique accommodante, c'est lorsque nous avons le QE, donc le quantitative easing, lorsqu'on va injecter de l'argent dans le système financier, et la politique restrictive, c'est quand on va par exemple faire le QT. Alors ça ce sont des exemples au niveau qu'on va retirer par exemple de l'argent du système financier. Donc on va dire dovish aussi lorsqu'on va baisser les taux, ou hawkish aussi lorsqu'on va par exemple monter les taux. Donc voilà, donc ça ce sont les politiques. Alors pareil, montée de taux, je pourrais le mettre ici, montée de taux, et ici baisse de taux. Donc ça c'est une petite parenthèse parce que ça aussi, dovish ou hawkish, ce sont des terminologies qu'on utilise assez fréquemment justement lorsqu'on parle de la Fed, ou lorsque vous allez voir par exemple dans l'actualité, peu importe, des fois dans des articles ou des réseaux sociaux ou des médias sociaux, peu importe, vous pouvez avoir cette terminologie-là qui arrive. Donc c'est pour ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc actuellement, la Fed, elle se trouve vraiment dans une complication, comme j'expliquais tout à l'heure, puisque les injections, comme on peut voir, vous voyez, la vélocité en fait de M2, donc comment dire, c'est en fait le nombre de fois pour lequel $1 est utilisé pour acheter des biens et services. Et on peut voir que la vélocité donc, du dollar est quand même très comment dire, décroissante depuis 2000, et que ça s'est accentué justement avec les injections pardon, je vais y arriver, les injections de la Fed. Et on peut voir qu'il y a eu, vous voyez, quand je dézoome ici, on peut constater que justement, comment dire, le nombre de fois que le dollar est utilisé pour les biens et services est vraiment très peu. Et c'est pour ça aussi que ça a créé aussi, en quelque sorte, une petite bulle sur les marchés financiers, parce que cet argent-là qui a été injecté, en grande partie, a été injecté notamment sur l'argent qui est ici et qui a été injecté notamment ici et ici, hein, ces deux fois où on a étendu le bilan de la Fed. Cet argent-là a été injecté sur les marchés financiers ou les marchés immobiliers, mais pas forcément dans les biens et services. Donc c'est pour ça que là, la Fed se trouve dans une situation assez différente, puisqu'elle doit contrôler une inflation qui n'est pas forcément, comment dire, ici par la demande. C'est une inflation qui a été créée notamment par les injections d'argent, notamment de la Fed en 2008 ou en 2020. Et donc, en fait, là, elle doit gérer cette inflation-là actuelle. Et donc, c'est pas forcément, parce que la demande actuelle est quand même, le sentiment du consommateur est assez bas en ce moment. Et c'est pas forcément comme la même inflation pendant les années 70. Donc c'est cette injection-là qui a créé actuellement pas mal d'inflation, de création de dollars, ce qui a créé pas mal d'inflation, sauf que ce dollar-là n'est pas utilisé dans les biens et services. Il était utilisé sur les marchés financiers, l'immobilier, et donc c'est ce qui a créé aussi plusieurs bulles à ce niveau-là. Donc là, on peut faire une petite parenthèse pour parler du bilan de la Fed. En fait, le bilan de la Fed, il est partagé en deux, c'est-à-dire vous avez d'un côté la monnaie détenue par la Fed et la monnaie détenue par le public. Donc dans le bilan de la Fed, il y a deux choses, hein. La monnaie détenue par la Fed elle-même et la monnaie qui est détenue par le public. Donc on va regarder un petit peu plus en détail. Donc pour ce qui est de la monnaie qui est détenue par la Fed, vous avez les comptes, le compte général du Trésor, donc le compte en quelque sorte chèque du gouvernement, donc celui qui reçoit les taxes, les émissions de dette et tout. Ensuite, vous avez le reverse repo, hein, et vous avez les autres comptes, les comptes étrangers, organisations internationales et tout. Donc pour ce qui est du reverse repo, j'avais fait une vidéo aussi, vous trouverez le lien sous la vidéo si vous voulez revoir cette vidéo-là pour en connaître un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment la monnaie qui est détenue par la Fed, elle est sous trois
différents comptes. Donc le compte général du Trésor, celui qui, le compte chèque du gouvernement en quelque sorte, où on a les taxes, les émissions de dette et tout. Et vous avez le reverse repo et vous avez les autres comptes, organisations internationales, les comptes étrangers et tout. Et donc pour ce qui est de la monnaie détenue par le public, vous avez ce qu'on appelle la base monétaire. Donc c'est au niveau des banques commerciales et les actifs, tous les actifs cash. Donc la monnaie détenue par le public, ça c'est l'autre partie du bilan. Hein. Comme je disais, il y a deux parties. Dans le bilan de la Banque centrale, vous avez la monnaie qui est détenue par la Fed elle-même et vous avez la monnaie qui est détenue par le public, notamment les banques commerciales, tout ce qui est les actifs cash. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie, la base monétaire. Et ça, en fait, la base monétaire, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a baissé, elle a contracté depuis fin 2021 et donc on peut regarder ça ensemble. Mais par rapport, le QT n'a pas encore commencé, il a commencé juste ce mois-ci, au mois de juin. Cependant, au niveau de la base monétaire, donc du côté de la monnaie qui est détenue par le public, la contraction de la base monétaire, elle a eu lieu bien avant, elle a eu lieu fin 2021. Là, par exemple, vous pouvez voir l'évolution. Donc, vous voyez, en bleu, c'est le monetary base, donc c'est tout ce qui est dans les banques commerciales. Et elle, vous voyez, elle a commencé donc en fin 2021. Donc, la contraction justement des liquidités au niveau de la base monétaire, donc au sein des banques centrales, les actifs cash et tout, la contraction a eu lieu fin 2021. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une contraction au niveau des marchés financiers depuis fin 2021. Donc si je reviens, vous voyez ici, hop. Donc vous voyez fin 2021. Bon là malheureusement je ne peux pas mettre le graphique par-dessus, mais on peut voir que dès que la contraction justement de la base monétaire, donc au sein de la monnaie détenue par le public au niveau du bilan de la Fed, lorsqu'on a eu cette contraction ici qui a commencé, les marchés financiers ont commencé à baisser. Et cependant, on n'a même pas commencé ce qu'on appelle le QT, donc qui est l'autre partie détenue par la Fed. On n'a pas encore commencé ce côté-là et le marché a déjà réagi à une baisse, une contraction au niveau des liquidités. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse donc pour tout ce qui est un petit peu de la Fed. Donc c'est vrai que je pourrais refaire une vidéo avec un peu plus de précision aussi. Mais cependant, si pour aujourd'hui vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et nous on se retrouve donc pour une prochaine fois.